de presse. Merci à tous d'être venus aujourd'hui au Club suisse de la presse où nous recevons Nicoletta Della Valle, qui est directrice de l'Office fédéral de la police. Alors, avant de commencer, madame, je vais déjà vous offrir ce petit catalogue au nom du Club suisse de la presse qui regroupe des dessins pour la paix 2016. Je vous en prie. Et puis, la tradition veut également que vous nous signiez, vous écrivez un petit mot ou une petite chose dans notre livre d'or, à votre convenance. Ici ? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons débattre de la problématique de la Suisse face au terrorisme, ce défi auquel vous devez faire face maintenant depuis quelques années, mais qui devient de plus en plus important au vu du contexte mondial. Vous venez, justement, le département vient de rendre public son dernier rapport il y a 2 jours. Alors, je vous laisse la parole pour que vous nous disiez quelques mots avant que nous nous tournions vers le public pour prendre les questions. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur pour la Berne fédérale d'être à Genève. Je vous prie déjà maintenant d'excuser mon français fédéral et d'avoir la patience. Je vous présente aussi ma chef de communication, Cathy Marais, qui m'aide et qui m'aidera après avec les questions. Alors, la Suisse, un beau petit pays. Je ne sais pas si c'est votre Suisse. On a un petit pays mignon, beau, qui fonctionne bien, où on aime bien vivre. Pour moi, quand j'avais 20 ans, et même à 30 ans, pour moi, la Suisse me semblait un peu lente, compliquée, poussiéreuse, technocrate. Le pays de la lenteur et de l'immobilisme, un pays où les structures sont compliquées. Et en matière de sécurité, c'est vrai, ça peut paraître compliqué à première vue. Alors on va discuter de ça. Alors, vous vous souvenez, l'année 2015 a commencé mal. Charlie Hebdo en Suisse, le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, j'ai rencontré quelques commandants de police cantonaux. Et puis je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils feraient dans un tel cas. D'abord, ils m'ont répondu « Oui, c'est tout clair, un tel événement, c'est eux, c'est dans leurs compétences, leur territoire, c'est leur conduite. » J'ai dit « Ah bon ?» Alors, je leur ai proposé de transcrire l'attentat de Paris de janvier 2015 et plusieurs sites de Paris en Suisse et de montrer les distances sur la carte suisse. Je tiens beaucoup à cette image, à vous montrer ce que cela donnerait et combien de partenaires différents sont impliqués à tous les niveaux. Il ne faut pas réussir à lire ce qui est écrit, mais ça donne une image. On a vraiment pris les distances de Paris lors des attentats Charlie Hebdo et les a mis sur la Suisse. Alors, Madame Marais va vous montrer, c'est compliqué. Alors là, les commandants m'ont regardé, ont dit « Ah bon, oui, alors peut-être on va quand même pas gérer tout seul. Hein, parce qu'on voit, seulement en regardant cette image, on voit dans un coup, on a au moins 4 cantons, ou même plus, qui sont concernés. Et puis comme la Suisse, elle est tellement petite, il y a toujours les voisins, les pays voisins qui entrent en jeu. Alors laissez-moi vous expliquer et décortiquer un peu les structures, et j'avoue, compliquées de la Suisse. Qui s'occupe de la sécurité en Suisse?
L'organisation de la sécurité en Suisse, il faut le retenir, est inscrite dans notre Constitution. Alors ça, on ne change pas d'aujourd'hui à demain. Et on ne veut pas le changer non plus. Notre système fédéraliste veut que la sécurité soit l'affaire des cantons. Alors ça veut dire qu'on a 26 polices cantonales et assez de polices municipales qui se partagent le territoire et veillent à notre sécurité. Les cantons ont donc la main mise sur la sécurité. La Confédération a un rôle subsidiaire. Mais si je dis subsidiaire, je ne dis pas mineur. Les affaires traitées par la Confédération sont importantes. Elles touchent à la grande criminalité et la protection de l'État. Sur les questions liées à la protection de l'État, c'est le service de renseignement de la Confédération qui joue aussi un rôle. Et puis maintenant, vous permettez aujourd'hui que je parle un peu de FEDPOL, parce que pour moi, c'est aussi je fais un peu de publicité pour FEDPOL. Alors, FEDPOL en particulier a un rôle de coordination, s'occupe de la coopération internationale, c'est FEDPOL qui est le Single Point of Contact pour l'international. Elle met à disposition les infrastructures et les centres de compétences. Elle sécurise les bâtiments et les personnes du ressort de la Confédération, aussi à Genève. Et elle enquête pour le ministère public de la Confédération dans les affaires de grande criminalité comme le terrorisme. Et si on parle de poursuites pénales, on peut évoquer aussi les ministères publics cantonaux et le ministère public fédéral, mais je n'entrerai pas en matière en détail sur ces questions. Aujourd'hui, nous parlons de lutte antiterroriste. Alors, comment fonctionne ce système assez compliqué? Comment est la répartition des compétences en matière de terrorisme? Alors, commençons. Moi, j'aime bien parler dans les processus. Commençons tout au commencement avec la prévention. En matière de terrorisme, les mesures préventives sont du ressort du service de renseignement de la Confédération, du SRC. Le SRC fait l'évaluation de la menace. Le SRC prend des mesures préventives. Au moment où il ne peut pas faire beaucoup, il pourra faire mieux avec la nouvelle loi sur les renseignements. Aujourd'hui, comme par exemple, il fait les entretiens préventifs avec des personnes en voie de radicalisation. Une autre mesure, c'est l'interdiction d'entrée sur le territoire suisse, applicable à des ressortissants étrangers. En 2015, sur demande du SRC, sur l'appréciation du SRC, FEDPOL a émis 15 interdictions d'entrée concernant des djihadistes potentiels. L'interdiction de quitter la Suisse n'est une mesure qui n'est possible pour le moment que dans le cadre d'une instruction pénale. Alors, parlons de la sécurité proprement dite. La sécurité proprement dite est assurée par les polices cantonales et municipales. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ils renforcent la présence policière dans les gares, les aéroports, certains sites, en cas de menaces terroristes. Je sais que Genève a vécu ça récemment. Ou gérer un événement comme un attentat, alors c'est la police cantonale et municipale qui sécurise le site, prend les mesures de sécurité qui s'imposent, évacuation des gens, fermeture d'un périmètre, etc. Et puis on a encore, vous l'avez vu sur l'autre carte, le corps des gardes frontières avec les polices cantonales qui procèdent au contrôle des personnes dans les régions transfrontalières. Enfin, qu'est-ce que fait FEDPOL? FEDPOL est la plaque tournante pour la coordination et coopération nationale et internationale. Et si je dis nationale, il y a la grande criminalité, normalement, elle se passe pas seulement dans un canton. Alors là, il faut aussi une coordination entre les cantons, et c'est aussi une tâche de FEDPOL. Pour l'international, cela signifie que FEDPOL assure l'échange d'informations avec l'étranger et publie les avis de recherche dans les systèmes informatiques. Et si je parle
des avis de recherche. Laissez-moi parler du système d'information Schengen. Parce que ça a été discuté sur le niveau politique, on discute, est-ce qu'on a besoin de Dublin, est-ce qu'on a besoin de Schengen, à quoi ça marche. Je ne vais pas devenir politique, moi je ne fais pas de la politique. Mais je tiens à vous expliquer pourquoi le système Schengen est tellement important pour notre sécurité. En utilisant le système d'information Schengen, le SIS, c'est un outil absolument indispensable au travail de police, de chaque police dans ce pays. Ce système contient les signalements des personnes recherchées ou sous surveillance discrète policière ou des personnes soumises à une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen. Le système comporte l'identité de la personne, éventuellement sa photo, ses empreintes digitales. Alors vous voyez, l'échange d'informations est crucial aujourd'hui et on le voit dans la lutte antiterroriste. Alors si une personne a une interdiction d'entrée en Suisse et on le met dans le système SIS, alors c'est déjà les collègues aux frontières à l'extérieur de Schengen qui le notent. Et on espère qu'il empêche la personne à entrer dans l'espace Schengen. Enfin, à la fin du processus, on a la poursuite pénale. Dans les cas du terrorisme, elle est du ressort de la Confédération. Le ministère public fédéral dirige les instructions et FEDPOL enquête pour le MPC. Actuellement, FEDPOL traite 70 cas de sympathisants djihadistes ou du terrorisme présumé, dont 60 font l'objet d'une instruction pénale au ministère public de la Confédération. Alors je pense qu'on ne peut plus dire « Ah, la Suisse, elle n'est pas touchée, ça ne l'intéresse pas, les djihadistes ». Le SRC, lui, a environ 400 personnes sous son radar. Alors vous voyez, c'est une des grosses différences, c'est ça ce qui a changé depuis 9/11. Après 9/11, la Suisse a cru « Ah, le terrorisme, ça vient de l'extérieur, c'est quelque chose de méchant qui vient de l'extérieur. » Et maintenant, après Paris, après Charlie Hebdo, après Bruxelles, on se rend compte, les gens sont ici, ils sont parmi nous, aussi en Suisse. Alors, laissez-moi revenir sur cette machinerie complexe, le système de sécurité suisse. Et j'essaye de vous expliquer pourquoi je suis de l'avis que ça fonctionne. Ça doit fonctionner, on n'a pas le choix. Alors, dans cette machinerie, pourquoi a-t-on besoin de FEDPOL? Je fais encore un peu de publicité. Alors, ce qui est intéressant, et puis mes collègues des pays étrangers, ils ne le croient pas, mais c'est comme ça. En Suisse, personne ne peut donner des ordres à l'autre. Chaque commandant de police est autonome. Alors, la police fédérale, elle ne peut pas commander à une police cantonale. Pas seulement à Genève, mais aussi à d'autres polices. Alors, FEDPOL ne peut pas ordonner, mais FEDPOL peut inciter, convaincre, coordonner, donner l'impulsion. Mais si un canton ne veut pas, il ne veut pas. Alors, sa force FEDPOL à l'excellence. Nous devons être bons. Notre leadership repose sur nos compétences et notre force de conviction et pas sur notre statut. Alors, vous allez demander, est-ce que nous pouvons nous permettre ce système parce que nous avons été jusqu'ici relativement épargnés, parce que nous n'avons pas connu d'événements dramatiques majeurs depuis l'événement de Zug, parce que nous sommes un pays prospère et riche? Je ne sais pas qui devrait se passer pour que le principe constitutionnel de la souveraineté policière cantonale soit craqué. Mais je ne sais pas non plus, et là j'insiste, si ce serait mieux d'avoir un système centraliste. Je sais cependant que ce vaut la peine de continuer notre travail de conviction, d'insistance et de coordination, d'harmoniser nos processus, de s'asseoir tous à la même table, de mettre en commun nos forces et nos compétences. Je ne sais pas si un jour nous accepterons que dans une situation exceptionnelle, comme Paris, comme Bruxelles, quelqu'un prendrait le lead. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que nous travaillons ensemble.
Alors un mot pour résumer tout ça, c'est la coopération. Et alors, pour que le mot coopération ne reste pas qu'un mot, ce n'est pas seulement un mot, ce n'est pas seulement du papier, j'essaie de vous expliquer comment ça fonctionne en pratique. Comment on vit la coopération? Alors, en automne 2014, alors même avant Charlie Hebdo, on a créé la Task Force TETRA. Dans le temps, ça s'appelait TETRA, c'était Terrorist Travelers. Et après Paris et Bruxelles, on s'est rendu compte, les gens ne doivent même pas voyager. Alors, on a changé le nom et maintenant TETRA, c'est Terrorist Tracking. Alors, la Task Force TETRA, c'est un des instruments importants de coopération. Elle réunit tous les acteurs concernés par la lutte antiterroriste à une table. C'est FEDPOL, c'est le service de renseignement, c'est les gardes frontières, le département des affaires étrangères, le ministère public de la Confédération, le secrétariat d'État à la migration, l'Office fédéral de la justice, mais aussi les cantons, les polices cantonales et l'état-major de conduite police. Et parfois, quand on a besoin aussi, la police des transports. Cette task force est devenue extrêmement importante. Elle nous permet de mettre tous les acteurs autour d'une table et de renforcer la coopération et la coordination. Je vous donne quelques exemples concrets. Alors, un exemple de la task force. La task force a un petit groupe qui s'appelle Tetra Case. Elle réunit FEDPOL, le SRC et le ministère public de la Confédération. Et il y a aussi un participant des cantons. Alors, cette groupe se réunissent chaque semaine et discutent des cas concrets en cours. Et là, ils décident qu'est-ce qu'on doit faire avec un cas. Est-ce il reste chez le SRC? Est-ce que le cas fait l'objet d'une enquête policière, voire d'une instruction pénale? Ce sont ainsi, comme je l'ai déjà mentionné, 60 cas qui font l'objet d'une instruction pénale en Suisse. Et on a eu du succès. Un exemple, c'est le procès contre les Irakiens qui s'est déroulé en mars dernier au tribunal pénal fédéral et a abouti sur des condamnations avec des peines de plusieurs années. Alors ça, c'est un premier succès et on aura des cas qui vont suivre. Un autre exemple de cette collaboration dans la task force, cet exemple, malheureusement, elle est liée à l'actualité. Que ce soit après les attentats de Paris en novembre ou après les attentats de Bruxelles, la task force est toujours réunie quelques heures après. Après Paris, le soir même, FEDPOL a envoyé 2 policiers sur place pour soutenir l'ambassade suisse, a renforcé l'échange d'informations. Et déjà le lendemain, à 9h, la task force était réunie pour évaluer la situation et prendre les premières mesures. Après Bruxelles, 1 heure après la première explosion à l'interne de FEDPOL, les gens se sont regroupés. 3 heures après, tous les partenaires étaient autour d'une table. Cette collaboration, je dois le dire, c'est malheureux à dire, fonctionne de mieux en mieux au fil des événements tragiques. Un exemple aussi très concret pour montrer l'importance de la coopération de tous les partenaires, c'est le cas, vous le connaissez bien, d'une ressortissante suisse vivant en Égypte qui voulait partir pour le Tchad avec son fils. Elle a quitté l'Égypte un matin avec son fils à l'insu de son mari. Le mari, qui a supposé que sa compagne va partir en Tchad, a alerté les parents de cette jeune femme en Suisse. Les parents ont alerté la police cantonale de Zurich pour signaler la disparition de leur fille. La police zurichoise a immédiatement contacté FEDPOL pour signaler le cas. Et après, c'est toute la machinerie qui s'est mise en marche. FEDPOL a lancé un premier avis de recherche. Le SRC a été activé. La police cantonale zurichoise est restée en contact avec la famille pour l'accompagner. Les enquêteurs de FEDPOL ont alerté le ministère public de la
Confédération qui a ouvert une instruction. Le DFAE a activé ses représentants sur le terrain, voire en Égypte, en Turquie, en Grèce. Et la jeune femme sera rapidement interpellée, son fils ramené à son père et elle-même rentrée en Suisse où elle fait l'objet d'une instruction et d'un suivi. Sans rentrer dans les détails, cette affaire nous montre bien que les processus sont en place, l'échange d'informations fonctionne et les partenaires travaillent ensemble. Et ce qui est important dans ce cas, on a obtenu un des buts, la stratégie du Conseil fédéral sur le terrorisme. Et un but de cette stratégie, parmi d'autres, c'est on n'exporte pas le terrorisme. Alors c'est aussi une de nos tâches d'empêcher les Suisses à aller dans le djihad. Et là, on a eu du succès. Un autre exemple de cette collaboration, c'est la planification du travail de la police en cas d'attentat. Parce que nous, on ne part pas de l'idée que c'est exclu qu'un attentat arrivera en Suisse. Les polices cantonales, après notre discours que je vous ai mentionné avec la carte suisse, réfléchissent à leur organisation en cas d'attentat. Avec l'activation de l'état-major de conduite police, Führungsstab Polizei en allemand, ils se sont mis à travailler. FEDPOL fait partie de cet état-major de conduite police et fait le lien avec les différents partenaires impliqués. Il ne faut pas oublier, en cas d'attentat, c'est la police cantonale sur le site qui fait les premiers travaux. J'insiste un peu sur l'importance de la police du terrain, la police cantonale. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis contre, et même si ce n'est pas possible par notre Constitution, je ne serai jamais pour une centralisation que la Suisse connaît seulement une police. L'immense avantage de notre système, c'est que nous avons une police suisse, les polices cantonales qui connaissent leur terrain. Personne ne connaît mieux les spécificités d'une ville comme Genève que la police cantonale genevoise. Personne n'est mieux à même de juger les mesures de sécurité à prendre dans une situation donnée que la police cantonale compétente. La police suisse, la police cantonale, la police municipale, elle est proche des gens. Elle connaît ses clients. Elle connaît les problèmes qui peuvent être solutionnés alors qu'ils sont encore petits. Si l'on pense au terrorisme, permettez-moi une comparaison. Un parent inquiet à Evolène ou à Renan ou dans le Lötschental aurait de la peine à appeler la Berne fédérale pour demander conseil alors que son fils semble vouloir partir en djihad. Par contre, ce parent, il va s'adresser aux policiers qui habitent dans son quartier, dans son village. C'est plus simple et plus rassurant. Ensuite, la police pourra transmettre l'information rapidement chez nous à FEDPOL et nous, on est là pour conseiller la police locale, la police cantonale. J'aimerais aussi mentionner un autre avantage de notre système fédéraliste. Si je reviens sur la carte de la Suisse, si on a plusieurs événements d'attentats à plusieurs endroits en Suisse, alors nos structures ont un immense avantage. On a en même temps des événements, on a les forces de police prêtes partout, même les forces spécialisées partout, et pas tout le monde dans un coin et pour le reste de la Suisse, il n'y a personne. Pour finir, laissez-moi parler, et puis ça vous concerne, la communication. Il est clair, dans un système comme le nôtre, avec de nombreux acteurs sur tout niveau, il est impossible de canaliser la communication sur un canal. On a tellement d'acteurs, on a les conseillers fédéraux, les politiques, dans un cas événement, qui vont se prononcer. On a vous, les journalistes, qui vont poser des questions à tout le monde, qui vont chercher le scoop à tout prix. Il y aura la population qui va tweeter, qui va facebooker. Et puis, on aura la police qui va essayer de faire son travail, qui va être dérangée. Son travail va être mis en danger. Et je ne le dis pas seulement comme ça. On a vu à Paris les dérapages médiatiques.
La seule chose qu'on peut faire, et on est en train de coordonner aussi cela, c'est de parler d'une même voix. Et comme le disent nos amis anglais, telling the same truth. Là aussi, nous faisons de gros efforts de coordination grâce à la task force pour que l'information circule. Et puis, parler du même, the same truth, ce n'est pas seulement un truc de communication. Parce que si on parle de la même chose, alors d'abord, ça montre qu'on travaille ensemble sur le terrain. Et pour travailler ensemble sur le terrain, c'est indispensable qu'on parle de la même chose, qu'on communique. Et puis je me rends compte, un journaliste me l'a dit avant-hier, c'est plus très drôle pour les journalistes si toutes les autorités racontent la même chose sur le terroriste, s'il n'y a plus tellement de contradictions. Mais je pense, pour la population, pour la confiance de la population dans la police, ça aide quand même qu'on essaye de parler, de telling the same truth. Alors, voyez la Suisse, ce joli petit pays, vous l'avez compris. Parfois, ce petit pays, c'est un vrai défi. C'est compliqué, c'est demandant. Et jusqu'à maintenant, on a été épargnés. Et on est dans la situation heureuse qu'on peut apprendre et on peut s'exercer. Alors, c'est ce qu'on fait. On apprend et on s'exerce. Et aujourd'hui, j'ai une autre image de mon pays qu'à 20 ans. Un pays complexe, parfois lent, c'est vrai, mais aujourd'hui, je peux contribuer à trouver des solutions, à faire face aux problèmes. Je le fais avec conviction, avec plaisir et avec tous nos partenaires. Même si mon français, vous l'entendez, n'est pas terrible, mais j'essaye. Nous devons de relever le défi terroriste. Merci de votre attention. Alors, merci infiniment pour cet exposé très clair et très détaillé sur justement ce que la Suisse a organisé pour faire face au terrorisme et effectivement l'évolution aussi de cette task force TETRA qui semble être un noyau aussi dans cette lutte contre le terrorisme. Vous avez souligné l'importance justement des polices cantonales. Est-ce que vous pensez que chaque police cantonale est à l'heure actuelle armée justement pour faire face à ce genre de cas? Puisque par exemple à Genève, c'est vrai qu'on est confronté avec beaucoup d'étrangers, beaucoup de circulation, aussi avec la proximité de la frontière française. Mais est-ce que vous pensez que d'autres cantons ont ce même degré justement de réactivité et de prise de conscience de l'importance de communiquer directement des faits qui peuvent sembler anodins? Alors, de gérer les événements, en fait, c'est pas nouveau pour les polices. C'est pas nouveau pour les polices cantonaux. Maintenant, on parle du terrorisme, mais c'est je dirais un peu, d'une manière un peu simple, c'est leur boulot de chaque jour de gérer des situations compliquées. Et l'organisation suisse de la police connaît aussi les concordats. Alors, si vous avez une petite police d'un petit canton, alors si eux n'arrivent plus à gérer, ils demandent tout de suite l'assistance de leur police voisin. Alors, c'est un système qui fonctionne, on montre chaque année au WEF à Davos. Alors, c'est pas comme il y a des politiciens qui pensent que la police suisse, elle n'est pas prête. Il ne faut pas oublier, c'est leur métier de gérer des situations de police, de situations de criminalité. Alors, si vous pouvez avoir la gentillesse, quand vous prenez la parole, de vous identifier et d'identifier le média pour lequel vous êtes ici. Gilles? Bonjour, Madame Gilles Soulac, journaliste à Radio Cité Genève, entre autres. Moi, j'ai deux questions. Une sur le financement du terrorisme, puisque ça fait partie de l'activité de la Task Force, TETRA, et aujourd'hui, on sait que le problème du financement est essentiel. Et ça se passe un peu en Suisse aussi. Et puis, la deuxième question, c'est sur la capacité ou l'incapacité justement au niveau cantonal et au niveau fédéral. Je commence par laquelle? Par les fiches S.
Alors, je reviens sur le même sujet. À partir du mois de novembre 2015, après les attentats de Paris, on s'est rendu compte que 2 imams de la mosquée de Genève étaient fichés S en France. Ça vous est passé à côté, puisque ce sont les Français qui ont lancé l'opération et qui se sont rendus compte que ces 2 personnes qui étaient là depuis des mois étaient fichées S. C'est ma première question. Si vous voulez répondre à cela, peut-être, parce que ça m'inquiète un peu quand même, je ne sais pas. Alors, c'est quoi votre question exactement? Vous voulez une remarque? Pardon, madame. Juste une question, c'est comment se fait-il que ça n'a pas été identifié précédemment, avant le novembre 2015? Alors, laissez-moi parler des fiches S. Ceux qui ont mon âge dans cette salle se souviendraient à l'affaire des fiches, hein, où on a pris de tout le monde qui a écrit des lettres à des journaux, qui a participé à des démonstrations, avait une fiche. Alors la fiche S des Français, ce sont des fiches. C'est pas à moi de juger les fiches S, mais c'est des fiches du renseignement. Et dans ces fiches S, il y a un peu tout. Alors, si ces imams n'étaient pas connus de nos services de renseignement, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'éléments. On ne va pas, à cause du terrorisme, commencer à reficher tout le monde en Suisse qui a une barbe. Bon, ils étaient quand même un peu particuliers, hein. Ils venaient quand même d'un mouvement wahhabite en Arabie Saoudite dans leur formation. Ils étaient assez virulents en France. Mais enfin, moi, je veux bien. Deuxième question sur le financement du terrorisme, parce qu'aujourd'hui, c'est là où le bas blesse, et vous le savez bien. On s'est rendu compte qu'il y a pas mal de positions en Suisse, donc de personnes ou de groupements, qui aujourd'hui sont des financeurs à l'international de différents mouvements, différents groupements. Comment est-ce que vous intervenez, vous, avec la task force Tetra, parce que vous avez changé le nom? Ce n'est pas une question agressive, hein, c'est une question juste... ne vous sentez pas du tout agressé personnellement. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour aller traquer les financeurs du terrorisme au fédéral et au niveau international? Parce qu'il y en a pas mal en Suisse quand même, semble-t-il. Alors, au sein de FEDPOL, il y a aussi l'entité MROS. Hein, c'est l'entité qui travaille sur les communications de blanchiment d'argent et de financement de terrorisme. Alors, c'est eux qui traquent le financement de terrorisme. Je dois dire, on se rend compte, là, la Suisse pourrait avoir un problème. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu des sommes énormes. Il ne faut pas oublier les attentats, comme les attentats de Bruxelles et de Paris. Ce n'est pas cher de faire un attentat pareil. Ça ne coûte pas beaucoup. Et c'est aussi un des défis. Ça ne coûte pas beaucoup de planification et pas beaucoup d'argent. Alors c'est pour ça qu'on ne parle pas de sommes énormes. Et si on ne parle pas de sommes énormes, alors si vous avez des flux d'argent, des petites sommes, alors c'est très difficile à les repérer. Mais MROS se rend compte, et puis je pense en Suisse, tout le monde est sensibilisé, aussi les banques. Oui, alors Maliki. Neval Maliki, journaliste albanais. Bonjour, madame. Bonjour. Madame directrice, vous avez dit qu'en Suisse, il se trouve 70 cas de djihadistes. Parmi ces gens, est-ce qu'il y a des gens des Balkans, de Kosovo, d'Albanais, de Bosniaques? Et puis pour se battre contre le crime organisé, contre le terrorisme, en Suisse, est-ce que vous avez des contacts avec des policiers en Albanie, à Tirana, à Pristina, à Kosovo? Merci. Danke. Alors vous comprenez que je ne peux pas me prononcer sur les instructions pénales. Alors c'est les instructions pénales en cours. Alors vous allez comprendre que je ne vais pas me prononcer sur les détails de cette instruction. Je peux vous confirmer qu'il y a de toute nationalité parmi des suspects de terrorisme. Et puis oui, on est en contact avec les autorités de police albanaises. Ça fait 2 mois que j'ai fait un voyage de service à Tirana. Madame, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Mon nom est Magali Orsini, je suis députée au Grand Conseil. Je voulais poser 3 petites questions. La première, elle concerne cette réflexion que vous avez faite en disant quand certaines personnes sont interdites d'entrer en Suisse, nous espérons
que Schengen va également leur interdire. Alors, c'est un espoir ou bien il y a quelque chose de concret qui est convenu? Ça, c'est la première question, quelque chose de précis qui devrait normalement les contraindre à le faire. La deuxième question, c'est concernant le procès au tribunal pénal fédéral. J'imagine que les personnes qui ont été finalement condamnées avaient épuisé toutes les voies de recours préalables avant de se retrouver au tribunal fédéral. Donc j'aimerais un peu plus de détails sur la façon dont les cas avaient été successivement traités par ces instances. Et puis, troisième question, ça concerne effectivement, d'une manière générale, les fiches S et le renseignement, parce qu'on nous dit quand même, M. Maudet à Genève nous dit quand même qu'on manque cruellement de services de renseignement, que nos services sont totalement insuffisants. Donc on ne voudrait pas quand même trop être sécurisé et puis dormir sur nos deux oreilles. Je pense que notre rôle de député, c'est aussi de voter des budgets et d'insister pour qu'on étoffe ce genre de services. Et je voulais savoir ce qu'il en était au niveau fédéral aussi du renseignement. Parce que les fiches S, ça a servi non seulement effectivement dans le cas des imams, mais ça a également été utilisé à l'aéroport pour retirer des accès au tarmac à certains employés. Tout ça sur la base donc, de renseignements français. Je pense qu'ils sont quand même suffisamment fiables pour qu'on puisse les utiliser dans des cas de ce genre. Alors, merci pour votre question, madame. Je n'étais pas très précise qui concerne Schengen et les interdictions d'entrée. Alors, il y a deux cas de figure. Pour les personnes qui ne sont pas citoyens d'un pays Schengen, on peut les empêcher à entrer l'espace Schengen. Alors, ça veut dire c'est inscrit dans le système Schengen. Le moment où la personne est contrôlée, alors chaque policier à la frontière ou pendant qu'il est dans l'espace Schengen, il va voir tout de suite que la personne ne peut pas être là. Alors ça fonctionne. Par contre, si on a des personnes qui sont citoyens d'un pays Schengen, la Suisse peut seulement faire une interdiction d'entrer la Suisse. Alors la personne, elle est signalée dans RIPOL, le système informatisé pour les recherches. Mais là, c'est un peu plus compliqué parce que dans l'espace Schengen, un citoyen français, italien, hollandais, il peut bouger sans être contrôlé, mais peut-être il est contrôlé par hasard. Alors c'est ça ce que je voulais dire. Pour le tribunal fédéral, alors c'est le tribunal fédéral pénal qui est compétent comme premier tribunal. C'est les affaires du MPC, du ministère public de la Confédération. Alors le cas des 3 Irakiens, en fait, il n'est pas encore entré en... Comment on dit? C'est la première instance. Alors je pense, je ne sais pas s'ils vont encore aller s'ils vont faire recours au tribunal fédéral. Mais le tribunal pénal à Bellinzone, c'est la première instance. Et puis, ce qui concerne les fiches S, alors je pense les Français, si j'ose dire, ont aussi appris. Alors, s'il y a quelqu'un dans la fiche qui a une fiche S qui est dangereux, ils le mettent dans le SIS. On l'a vu après la situation Thalys, le train. Là, il y a eu une discussion, est-ce que ce monsieur était au SIS ou pas? Parce que le SIS, c'est le système que les polices utilisent. Les polices en Europe ne travaillent pas avec la fiche S. Alors, l'importance pour chaque police en Europe, c'est d'utiliser les SIS. Et puis, sur les ressources des renseignements, j'ose pas me prononcer. Je pense que ce discours, il faut le mener avec le chef du SRC. Si, nous avons madame au premier rang. Bonjour, Tatiana Irko, Nacha Gazette Genève. J'ai une question concernant ces 3 Irakiens. Alors, qu'est-ce qui leur arrive quand ils sortent de prison? Est-ce qu'ils vont voir retirer leur permis de séjour en Suisse? Est-ce qu'ils vont renvoyer dans leur pays d'origine? Est-ce qu'ils vont être surveillés? Quelles sont les procédures dans ce cas-là? Merci. Alors là, la Suisse est dans l'heureuse situation qu'elle a les bases légaux pour une expulsion. Alors exactement ce que vous dites, on peut leur retirer le droit de séjour, on peut leur retirer le statut de réfugié, parmi eux a un statut de réfugié. Et puis, je pense,
on va essayer de les expulser de la Suisse, mais ça aussi, ça sera une procédure administrative contre les décisions de laquelle ils pourront faire recours. Merci. Louisa? Bonjour Madame, Louisa Baline pour la Cité. J'aimerais savoir quels sont les moyens pratiques pour dissuader les gens de quitter la Suisse pour aller vers le djihad. Et puis deuxièmement, est-ce que lorsque vous arrêtez des personnes suspectées de commettre des attentats ou qui ont commis des crimes, est-ce que vous arrivez à remonter aux commanditaires? Parce qu'on parle souvent de loups solitaires voilà, qui entreprennent des actions comme ça tout seuls dans leur coin. Mais derrière, on imagine qu'il y a des structures. Donc, est-ce que vous arrivez à remonter jusqu'aux commanditaires de ces actes? Merci. Je suis contente de ces questions parce que ça me permet, sur la dissuasion, parce que ça me permet aussi de vous rendre attentif que, alors la lutte contre le terrorisme et surtout la lutte contre la radicalisation, ça ne peut pas être une tâche du renseignement de la police. Parce que si nous, on entre sur le cadre, si je parle des 400 cas du SRC, alors c'est déjà un peu tard. Alors je pense que c'est important que la société se rende compte. La tâche d'empêcher les jeunes à se radicaliser, ça commence avant. Ça commence dans les familles, à l'école, dans les clubs sportifs, dans comment on dit, où ils font l'apprentissage à l'université. Alors, si la police entre, alors c'est tard. Je dirais c'est trop tard. Alors c'est pour ça le délégué du réseau de sécurité suisse a reçu la mission de collectionner les best practices des cantons parce qu'il y a beaucoup de cantons qui font déjà beaucoup pour empêcher les jeunes à se radicaliser. Maintenant, c'est ce tâche de collectionner toutes ces pratiques et de montrer à tout le monde, voilà, c'est ce qui est fait et peut-être de motiver ceux qui font encore pas assez, de commencer à prendre les mesures. Mais c'est important, on ne peut pas laisser au renseignement et à la police toute la tâche. Et parlant de structures criminelles, alors c'est important de savoir aussi le délit. On parle de crime organisé si on parle de terrorisme. Alors même s'il y a des loups solitaires, le délit du code pénal, c'est le crime organisé et l'interdiction de soutenir IS et Al-Qaïda. Alors c'est clair qu'on essaye de trouver tout le réseau. Pour les 3 Irakiens ou les 4, c'était que ces 4, alors un petit groupe. Et jusque maintenant, dans les autres procédures, je ne peux pas me prononcer parce que c'est des instructions pénales auprès du MPC. Monsieur, oui. Donc ça va marcher. Hein. Alors, moi, je suis Harry Wilkens, auteur de ces livres. Vous me connaissez sans doute. J'ai aussi parfois été consulté par le service analyse et prévention, quand il existait encore. Et j'ai fait l'antiterrorisme depuis à peu près 50 ans. Et je constate, donc, ici, pour enchaîner un peu à ce que la dame du Grand Conseil ici a dit, actuellement, on est en train de faire justement ce qu'il ne faudrait pas. C'est on mène à une radicalisation certaines personnes qui sont tout à fait inoffensives. Ça a commencé donc avec les 33... Excusez-moi, est-ce que vous pourriez poser une question? Oui, voilà. Pas prendre position, vous posez votre question. Voilà, alors je peux poser une question parce que moi je suis tous les temps en contact avec des spécialistes. Est-ce que vous avez jamais fait appel ou songez à faire appel à une certaine firme, ça existe en Israël, pour qu'ils viennent ici en Suisse mettre en place un appareil sécuritaire qui est vraiment sécuritaire et qui marche vraiment.
Parce qu'ici, ça ne marche pas. Si vous Donc avez votre question, monsieur, pour résumer, c'est est-ce C'est que ça. vous avez fait appel à Israël pour avoir un soutien Oui, à une firme privée? Une firme Voilà, point. spécialisée dans le contre-terrorisme, dans la sécurité. Parce que sans ça, ça ne marche pas en Suisse. Alors, je ne partage pas tout à fait votre opinion que ça ne marche pas en Suisse, mais ce qu'on fait effectivement, quand je dis on veut apprendre, alors on veut aussi apprendre des autres pays. Alors c'est pour cela, on s'est pas encore rendu en Israël, mais on s'est rendu à Londres. Et malheureusement, les Anglais ont une grande expérience avec le terrorisme. Et c'est ce qu'on essaye d'apprendre de leurs expériences, aussi de leurs fautes qu'ils ont faites. Alors c'est important que la Suisse ne soit pas inventer la roue. Merci. Christian? Bonjour madame, bonjour mesdames. Christian David, je travaille à l'ONU et je suis là plus à titre individuel. Je voulais vous demander une question sur l'évaluation de la menace, parce qu'on a constaté avec les derniers attentats que effectivement les terroristes s'en prenaient à des cibles plus ou moins faciles et sans défense. Est-ce que vous, dans votre analyse de la menace, vous pensez que ce mode opératoire peut changer? Et particulièrement, évidemment, nous sommes à Genève, au niveau des organisations internationales, quels sont les risques potentiels que vous pouvez évaluer? Je vous remercie. Alors, je ne veux pas me faire porte-parole du renseignement, mais selon le renseignement, ce que dit le renseignement et ce qu'on discute, c'est effectivement la Suisse n'est pas cible primaire des terroristes, mais on doit quand même avouer que la Suisse fait partie de l'Europe, alors partie de l'ennemi. Et si vous me demandez sur les méthodes, c'est difficile à juger. Alors je pense, on ne peut pas dire aujourd'hui si on croit que les méthodes vont changer. Mais ce qu'on voit, comme je viens de dire, les méthodes se sont développées, si on compare avec 9/11, les attentats, il ne faut pas beaucoup de planification, c'est les moyens simples qui ne coûtent pas beaucoup. Et si vous regardez, pour revenir en Israël, si vous regardez qu'est-ce qui s'est passé en Israël, parfois, malheureusement, il suffit que quelqu'un ait une idée le matin de sortir avec son couteau dans la rue et attaquer les gens dans la rue. Alors, je pense qu'on craint que les méthodes deviennent de plus en plus simples, parce que s'il n'y a pas une longue période de planification, alors la chance que les gens sont repérés par les renseignements ou par la police se diminue. Gilles? Une petite question, en espérant qu'il n'y ait jamais d'acte terroriste effectivement en Suisse. Comment ça se passe dans le processus, ce qu'on peut appeler état d'urgence dans certains pays ou état d'alerte dans d'autres pays? Puisque nous, on fonctionne au niveau cantonal. Voilà, il se passe quelque chose dans un canton, on ne va pas signaler. Qu'est-ce qui se passe très rapidement? Ça se passe au niveau cantonal, l'état d'urgence, comment est-ce que ça se met en place? Parce qu'on voit aussi, et vous avez raison, non seulement la Suisse, mais tous les autres pays, je pense, n'ont pas l'expérience, et heureusement, de ces actes, mais on sent qu'il y a des pays qui sont plus organisés, qui savent comment faire. Alors on imagine au niveau cantonal, au niveau fédéral, est-ce que vous pourriez me dire assez rapidement, comment ça peut se passer, comment le citoyen d'un coup va être confronté à une situation nouvelle pour lui? Alors, comme j'ai essayé d'expliquer, alors quand il se passe quelque chose, c'est d'abord la police locale, la police cantonale, qui gère le site, qui sauve les gens, qui essaye de rechercher et repérer les agresseurs. Et en parallèle, tout de suite, il y a les structures qui se met en place. Il faut la recherche internationale tout de suite. Il faut diffuser l'information. Alors, c'est pour ça qu'on s'exerce et c'est pour ça qu'on a l'état-major des polices. L'état-major police, c'est un état-major de tous les polices cantonaux. Alors, c'est ce que je viens de mentionner. On a déjà fait ça après Paris, après Bruxelles. Mais tout d'abord, c'est la police locale qui s'occupe du site, des agresseurs et des victimes. Moi, je voulais juste revenir, vous poser une question justement sur le Task Force Tetra. Vous nous avez indiqué qu'il y a une réunion qui se tient chaque semaine. Comment ça se passe et ce petit groupe qui se réunit chaque semaine, il fait le point
au niveau de la Confédération? Comment ça se passe? Alors, c'est que il y a plusieurs réunions. Il y a dans la task force, il y a le groupe CASE. C'est un petit groupe qui gère les cas concrets. Alors, les personnes qui sont sur le viseur des services de sécurité. Alors, ils se rencontrent, ils ont les données de ces personnes, ils analysent et ils discutent. Est-ce qu'on a assez d'éléments de soupçon? Hein, il faut pas oublier, on est en état de droit. Il faut avoir des soupçons pour ouvrir une enquête pénale. Alors, ils discutent, c'est un petit groupe de gens, renseignements, police, procureur, ils discutent chaque cas individuel et discutent est-ce qu'on a assez d'éléments qui permettent au procureur de la Confédération d'ouvrir une enquête, et s'il n'y a pas assez d'éléments, le cas reste chez les renseignements. Alors, c'est vraiment une discussion sur les cas concrets. Et dans les cas justement d'analyse, vous êtes déjà arrivé à des conclusions rapides? Parce que comment est-ce que l'information remonte vers le moment où ça entre dans cette task force case? Il faut que ça atteigne un certain niveau, j'imagine. Oui, alors le renseignement, le service de renseignement de la Confédération, il a, si j'ose dire, ses antennes, il a ses collaborateurs dans chaque police cantonale. Alors c'est pour ça, c'est important, c'est la police cantonale avec les personnes de renseignement, les collaborateurs qui sont responsables pour le renseignement, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui reçoivent les annoncements de dire écoute, va voir, cette jeune personne, elle est bizarre. Alors c'est eux qui font les recherches et après c'est eux qui fournissent les données au service de renseignement de la Confédération. Alors c'est comme ça les choses se passent et ça, j'insiste, c'est pas nouveau. Hein, alors l'extrémisme violent, c'est pas nouveau. Alors c'est pas nouveau qu'on travaille de cette manière. La seule chose qui est nouveau, on a intensifié et on coopère et coordonne de plus. Monsieur, la dernière question. Denis Palma, Les Membres de Télévision. On parle beaucoup en France de fichesses, de personnes qui sont assignées à résidence. Combien de personnes en Suisse sont surveillées? Est-ce que vous êtes capable de nous donner un chiffre? Vous parlez justement de coordination entre les services. C'est le moment peut-être de nous articuler un chiffre. Maintenant, je n'ai pas compris un chiffre sur... Combien de personnes sont surveillées sur le territoire helvétique? Oui, alors le SRC donne le chiffre de 400 personnes qui observent. Hein. Je n'utiliserai pas le mot surveiller parce que le SRC ne fait pas de surveillance jusqu'à maintenant. Alors ils observent 400 personnes. Alors je vous donne un exemple. C'est depuis 2012. Hein. Alors ça, c'est pas nouveau non plus. Alors la Suisse, au contraire que quelques gens disent, on n'a pas dormi. Depuis 2012, le Conseil fédéral a installé quelque chose qui s'appelle monitoring du djihad. Alors, ces gens sont observés, par exemple, sur Facebook. Le SRC suit ce qu'ils font sur Facebook. Alors ça, c'est une forme d'observation. Comment? Y a-t-il d'autres formes d'observation? Oui. Il y en a d'autres, rassurez-nous. C'est pour ça la proximité sur le terrain, c'est important. Alors le policier dans le village Trucmuche, on lui dit, écoute, ce groupe de jeunes, ils sont étranges. Alors il va parler avec eux, il va chercher des données. Alors c'est vraiment le travail de policier qui travaille dans le renseignement. Mais pour le moment, on n'a pas la nouvelle loi sur le renseignement. Alors les instruments sont limités. Le renseignement n'a pas beaucoup d'instruments en Suisse. Et c'était voulu par la politique. Après l'histoire des fiches, on ne voulait pas un renseignement fort. Monsieur. Oui, bonjour, Hugo. Voilà. Ça reste, voilà. De Bloomberg News, bonjour. Mark Branson, le chef de FINMA, cette semaine, c'était mardi, je crois,
sur une conference call sur l'affaire 1MDB, il a dit que la tendance, en fait, le risque de blanchiment d'argent est à la hausse en Suisse. Soit si c'est lié au terrorisme ou pas, êtes-vous d'accord avec cette opinion que la tendance est d'un blanchiment d'argent qui s'accélère ou qui est à la hausse? Alors, comme vous avez pu lire ou comme vous pourriez lire dans notre rapport annuel qui existe aussi en anglais, il existe aussi en anglais sur notre site internet. Les communications de blanchiment d'argent sont effectivement en hausse, mais c'est difficile à interpréter pourquoi. Est-ce qu'il y a plus de blanchiment d'argent ou est-ce que les banques les intermédiaires financiers sont plus sensibilisés? Parce que ça pourrait aussi être une route qui sont plus sensibilisés et qui donne la responsabilité aux autorités en communiquant plus vite. Et puis, la hausse, ça ne concerne pas vraiment le financement des communications, ça ne vaut pas pour le financement de terrorisme. Alors là, on ne peut pas parler d'une hausse de communication. Mais pour le blanchiment d'argent classique, surtout ce qui concerne la corruption, on constate effectivement une hausse. Alors maintenant, on passe réellement à la dernière question, monsieur. Pierre Blattner, Les Infos. Vous parlez de Facebook, mais je veux dire c'est un peu enfantin, hein, parce que est-ce que vous avez quand même des connaissances pour le darkness, des choses comme ça, Oui, on nous demande souvent cette question. Alors, pour une chose, oui, on a des connaissances pour le darknet, mais il ne faut pas oublier la propagande. Ça ne se fait pas dans le darknet. Parce que les jeunes, si on veut atteindre les jeunes, les naïfs, on ne les atteint pas dans les darknets, parce que là, et pour entrer dans le darknet, vous avez quand même besoin un peu de compétences, de techniques. Les jeunes, vous pouvez les atteindre sur Facebook, sur Twitter, sur les médias sociaux. Alors ça, c'est avéré. Alors, nous vous remercions d'être venus. Merci beaucoup, Madame la directrice, de vous être soumise à ce flot de questions. Pour ceux qui souhaitent encore avoir quelques précisions, je vous propose de le faire lors du verre que nous offrons. Merci à tous et à bientôt.